Je m'occupe à Arvalis de toute l'équipe qui traite l'information. Ça comprend l'équipe IT classique, qui s'occupe des ordinateurs, des réseaux, etc. Ça comprend l'équipe de statistique qui apporte les méthodologies de traitement des données. Ça comprend l'équipe des modélisateurs, ceux qui font les algorithmes derrière tous les outils qu'on développe, les bases de données aussi. Et je m'occupe aussi d'une petite équipe qui s'occupe du matériel expérimental, c'est le matériel agricole adapté à des petites parcelles, puisqu'en fait à Arvalis on fait qu'est-ce qu'on fait à Arvalis? C'est un institut technique agricole, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche appliquée. Donc nous on se situe à l'interface entre l'INRA qui fait de la recherche fondamentale et les producteurs qui appliquent sur leur parcelle les recommandations de la recherche pour produire des cultures en quantité et en qualité, en respectant l'environnement. Donc les missions d'Arvalis, c'est vraiment ça, c'est de produire des connaissances à partir de toutes les expérimentations qu'on conduit en parcelle. Donc on ne s'occupe que des cultures, il y a d'autres instituts pour les productions agricoles, il y a des instituts sur l'élevage, il y a des instituts pour les pommes, pour les fruits et légumes, etc. Donc Arvalis, c'est les grandes cultures, c'est-à-dire que nous on s'occupe des céréales, des protéagineux, des pommes de terre, du maïs, des fourrages. Ça représente 80% des surfaces agricoles en France. C'est pour ça qu'on appelle ça les grandes cultures. Alors pour toi, dans un terme peut-être pas trop technique, mais quels sont les enjeux numériques? Qu'est-ce que ça couvre, tous les enjeux numériques dans l'agriculture aujourd'hui? Même si après, c'est vrai qu'on peut parler par exemple des drones, parce que j'ai des éléments, mais si tu veux couvrir le champ... Ouais, alors le numérique nous touche beaucoup les producteurs aussi agricoles et nous touche aussi en tant qu'institut technique. Donc moi je suis chargé notamment cette année d'animer une mission interne de transformation autour du numérique. Et donc on commence tout juste cette mission-là, mais même si le numérique, c'est pas né d'hier, ça existe depuis pas mal de temps et l'agriculture n'est pas épargnée. Les producteurs sont équipés d'ordinateurs de plus en plus et sont reliés à Internet de plus en plus et sont notamment beaucoup assistés en termes de conseils. Donc on va dire que les premières choses qui ont été numérisées au niveau des agriculteurs, c'est tout ce qui va être autour de la comptabilité. Donc en fait les logiciels sont arrivés chez les agriculteurs via la comptabilité et donc des logiciels de compta. Parce que les entreprises agricoles, c'est d'abord des entreprises, ils doivent maîtriser pas mal d'aspects réglementaires et puis dégager du chiffre, donc l'économie est un levier très important. Et de plus en plus, on voit le numérique envahir l'espace agricole au niveau du conseil technique, avec des offres de services qui sont proposées aux producteurs avec tous les outils du numérique. Donc Arvalis, on a été assez pionnier il y a une quinzaine d'années avec des premiers services qui valorisaient la prise d'image par satellite par exemple, où on scanne en fait les parcelles des agriculteurs avec des images satellites et on est capable, en développant des algorithmes, donc c'est là qu'interviennent toutes les méthodologies qu'on est capable de mettre en œuvre, et notre capacité à développer des algorithmes et des modèles à partir de nos connaissances sur les espèces pour diagnostiquer l'état des parcelles. Donc en cours de culture, on est capable de voir si certaines parcelles ont des carences, donc on a besoin d'y passer pour apporter des doses d'engrais ou faire des diagnostics sur les maladies, parce que les céréales sont beaucoup touchées par des maladies, c'est pour ça qu'elles sont traitées par des produits. Donc l'idée étant qu'on doit aider les producteurs toujours à dégager ce chiffre d'affaires, donc les aider à produire en quantité, mais en qualité aussi, en apportant la dose juste pour respecter l'environnement. Est-ce qu'il y a des enjeux que vous voyez sous le côté commercial, ou c'est pas quelque chose qui est au cœur du sujet aujourd'hui? Chez nous, à Arvalis plus spécifiquement, les enjeux sont plutôt autour de la recherche. Ouais. Non, je parlais dans l'agriculture, d'observation, ou c'est quelque chose que vous traitez beaucoup? Ça commence, on a assisté ce matin à un colloque sur les drones et
Typiquement, ce secteur-là explose depuis 2-3 ans dans l'agriculture. Il y a beaucoup d'offres de services commerciaux qui sont proposés aux agriculteurs. Il y a énormément de start-up qui se mettent, sur les rangs. Bon, ça va se structurer au bout des quelques années. Les coopératives, en fait, qui sont les organismes qui collectent et qui fournissent les agriculteurs, développent de plus en plus des offres commerciales. Accès services, donc accès valorisation des données acquises par les producteurs et d'offrir des offres de services derrière. Donc il y a vraiment des enjeux commerciaux forts, notamment aussi qui sont tirés par tous les aspects environnementaux et contraintes réglementaires. On voit par exemple que le ministre en place pousse beaucoup un concept qui s'appelle l'agroécologie et qui vise notamment à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Il faut savoir que les produits phytosanitaires pour tous les organismes qui fournissent les agriculteurs, les coopératives et puis les firmes phytosanitaires, c'est un enjeu économique énorme. Et si on décide de réduire de 50% le nombre de produits à épandre, toutes ces structures commerciales réfléchissent à développer d'autres types de services commerciaux et leur regard se porte beaucoup sur l'accompagnement des agriculteurs pour les aider à continuer à produire avec des doses moindres d'intrants, et donc il y a plein d'offres commerciales qui se mettent en place avec le numérique. Toi, de ce que tu vois, est-ce que tu as l'occasion de voir d'autres secteurs d'activité et de dire est-ce que dans l'agriculture finalement c'est les mêmes enjeux que dans d'autres secteurs d'activité, ou il y a des choses qui sont vraiment spécifiques à ce secteur-là? Alors il y a des choses qui sont complètement en ligne par rapport à tout ce qu'on voit ailleurs. Oui. Typiquement tout ce qui est autour de la mobilité. Oui. Les agriculteurs, c'est des hommes et des femmes comme les autres. Ils ont presque tous aujourd'hui des smartphones dans la poche. Donc beaucoup d'offres et beaucoup de services, qui soient gratuits ou payants d'ailleurs, se développent sur les interfaces mobiles, les smartphones. Les tablettes aussi prennent une part très très importante parce qu'on voit de plus en plus de tablettes qui arrivent dans les cabines des tracteurs par exemple. Donc il y a les tablettes, il y a les smartphones, il y a tout ce qui est autour des services géolocalisés. Donc les tracteurs sont tous équipés de GPS, ils sont conduits tout seuls, même aujourd'hui de plus en plus, avec ce qu'on appelle des barres de guidage, c'est-à-dire qu'à partir d'une cartographie de la parcelle de l'agriculteur, le tracteur est capable de se piloter tout seul sur une parcelle aujourd'hui. Donc tout ça est guidé beaucoup par la vague du GPS, qui est vraiment très très fortement entrée dans les mœurs et les habitudes des agriculteurs aujourd'hui. Donc il y a la mobilité, les tablettes, les GPS, ça c'est des choses qu'on voit un peu partout. Les objets connectés? Les objets connectés, c'est la prochaine vague, donc on commence nous à y travailler en tant qu'institut de recherche. Aujourd'hui on voit pas mal d'applications pour nous aider dans notre métier d'expérimentation, dans nos métiers de recherche. Typiquement on développe de plus en plus d'outils expérimentaux pour nous aider à moissonner beaucoup plus de données dans nos parcelles expérimentales, et pour moi c'est un peu le pilote de ce que sera l'exploitation de demain, l'exploitation agricole de demain, avec effectivement des capteurs, des objets connectés. Alors nous on appelle ça des capteurs aujourd'hui dans le langage, mais en fait c'est des capteurs connectés sur internet qui sont capables d'émettre des données en temps réel, géolocalisées directement dans la parcelle des agriculteurs, pour avoir une information qui est temps réel, et qui est aussi complètement spécifique à la parcelle de l'exploitant. Et qui sera encore quelque chose de complémentaire au drone? Oui, c'est encore complètement complémentaire au drone. Du statique, mais du permanent, au même endroit, etc. Alors ce qui existe déjà depuis de nombreuses années et qui va encore continuer de sa croissance, typiquement comme objet connecté hyper utile à l'agriculteur, c'est la station météo. Voilà. Parce que la météo, c'est le premier levier qui fait varier les conditions de production et les résultats d'une exploitation. S'il y a une mauvaise année, une bonne année, en fait ce sont des années climatiques. Donc d'être capable d'apporter un conseil en temps réel au producteur sur la base des données météo que sa station est capable de collecter, ça c'est une grande avancée. Il y a beaucoup d'attentes par rapport à ça. C'est un des tout premiers objets connectés. Et après, il va y avoir tous les objets connectés qui sont embarqués sur les matériels. Justement, on est au CIMA, là, où il y a tous les constructeurs de matériel. Il y a les moissonneuses connectées tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a les moissonneuses connectées, il y a les semoirs connectés, il y a les charrues connectées, il y a des bineuses qui vont arriver aussi
smart bineuses, des bineuses qui sont capables, en embarquant des caméras par exemple, de savoir exactement sur les rangs des cultures où il y a des mauvaises herbes, de positionner la bineuse exactement là où il y a l'adventice pour enlever les mauvaises herbes. Donc il y a des choses. L'agriculture de précision. Ouais, l'agriculture de précision, des capteurs sur les moissebats pour avoir ce qu'on appelle les cartes de rendement. On en a entendu parler ce matin. Quand un agriculteur récolte sa parcelle, aujourd'hui et encore plus demain, il fait en même temps une carte géolocalisée de sa parcelle où il va voir ensuite les zones qui produisent le plus et les zones qui produisent le moins pour mettre ensuite des intrants, ce qu'on appelle la modulation. En fonction des potentialités des micro-zones qu'il y a dans une parcelle. Donc voilà, tout ça c'est ce qui drive pas mal le numérique aujourd'hui. Donc il y a des choses qui sont très grand public et puis il y a des choses, les réseaux sociaux aussi. Oui, ça du coup ça joue un rôle comment? Les réseaux sociaux sont assez actifs aussi au niveau agricole. Alors c'est toujours des réseaux sociaux spécialisés mais qui utilisent les vecteurs grand public, donc les pages Facebook, les réseaux Twitter notamment se développent beaucoup, avec des pages spécifiques agricoles ou des tweetos spécifiques agriculteurs et qui sont de plus en plus suivis. Bon, aujourd'hui, je regarde un peu tout ça, ce qu'on observe surtout sur Facebook, les grosses pages, ce qui draine beaucoup de monde, c'est beaucoup sur le matériel. Les agriculteurs sont toujours très... Donc c'est les fabricants de matériel ou c'est plutôt Non, c'est des passionnés. Ah oui, c'est plutôt des fans. Ouais, donc il y a je ne sais pas comment on appelle ça, mais des managers de communautés individuelles qui arrivent à drainer beaucoup de monde. Et ce qui a toujours et qui continue encore de faire venir beaucoup d'agriculteurs, c'est tout ce qui est matériel. D'accord. Je crois que c'est Gros Tracteur Passion, le plus gros, il s'appelle comme ça, Gros Tracteur Passion, la page Facebook la plus populaire sur l'agriculture. Ouais. Et deux autres questions par rapport à d'autres sujets. Quand on touche aux données, parce qu'aujourd'hui c'est un sujet clé, du coup big data ou small data ou machin, tu peux en dire quelque chose sous l'angle de l'agriculture? Oui, alors là on est un cran en retard, enfin en retard, je ne sais pas si on est en retard, mais en tout cas les États-Unis ont quelques années d'avance par rapport à nous sur ces questions-là. Et on voit notamment que ça pose énormément de questions et de problèmes aux États-Unis depuis à peu près un an, où beaucoup de gens s'interrogent sur tous ces grands groupes de l'agrofourniture qui proposent des services et qui moissonnent aussi quelque part les données produites par les agriculteurs. Donc on parle de data privacy, voilà, les questions de propriété intellectuelle des données. Encore ce matin aussi à la conférence sur les drones, il y a eu cette question-là en début de colloque où très très vite ça vient au niveau des producteurs, à qui appartiennent toutes ces données, les données prises par les drones, les données prises par nos moissebats, les données prises par les logiciels qui sont embarqués soit dans les tracteurs, soit sur les PC qu'utilisent les agriculteurs et qui engrangent beaucoup de données. Tout ça n'est pas encore très très clair aujourd'hui, c'est un peu... ça dépend encore des conditions générales d'utilisation que mettent en œuvre les éditeurs. Personne ne les lit vraiment. Voilà. Ouais. Donc je pense que ça va se structurer. L'Europe a l'air de s'emparer aussi beaucoup de ce sujet-là. D'ici, dans les années à venir, je pense qu'il y aura beaucoup de débats autour de cette propriété des données. Et le cloud ? Ouais, le cloud, c'est ça aussi. Oui, c'est un sujet. C'est un sujet. Alors peut-être pas au même niveau que ce qu'on peut voir au niveau peut-être plus grand public, où les gens ont peur que leurs données filent aux États-Unis. Quoique ça existe aussi, mais typiquement je pense à un exemple, John Deere, qui est un des principaux constructeurs de matériel machinisme agricole, a développé ce qu'ils appellent myjohndeere.com, et là c'est typiquement le cloud, c'est-à-dire que tous les appareils John Deere qui sont produits engrangent des données, ils sont remontés sur le cloud, accessibles à l'agriculteur qui avec son compte peut retrouver toutes ces données sur l'information sur son ordinateur, mais en fait c'est pas sur son ordinateur, c'est sur le cloud, et il y a sans doute beaucoup de flou derrière tout ce que peut faire un grand constructeur, une grande entreprise à partir de ces données qui sont engrangées. Donc c'est ce qui est un petit peu
commencé à enclencher la vague aux États-Unis de questionnement sur la privacy, parce que voilà, toutes ces données-là migrent dans le cloud, on ne sait pas trop où, on ne sait pas qui en fait quoi, est-ce qu'elles sont redistribuées, donc on retrouve oui les mêmes questions que se posent le grand public par rapport à ça. Est-ce que ces enjeux, tout ce que tu viens de dire, sont partagés par l'ensemble des acteurs de la filière, ou est-ce qu'il y a plutôt certains types d'acteurs qui sont plus concernés ou plus moteurs que d'autres? Ouais, j'aurais dit que cette question-là, il y a peut-être 2 ans, c'était encore très confiné, le public. Aujourd'hui, on est en pleine dans la vague numérique. L'INRA, par exemple, j'ai rencontré la semaine dernière à l'INRA le nouveau délégué à la transition numérique de l'INRA, qui a été nommé en début d'année 2015. Au niveau des instituts techniques, évidemment, on se pose le même type de questions dans les chambres d'agriculture, dans les organismes stockeurs. Voilà, si je prends un exemple aussi, InVivo, qui est la principale structure en France qui regroupe les grandes coopératives agricoles, fait beaucoup d'articles dans la presse, y compris dans la presse grand public, sur le big data agricole. Et leur ambition, c'est vraiment de valoriser les données, d'être sur cette thématique du big data agricole. Donc c'est assez général. Ouais. Et qui, entre guillemets, est-ce qu'on peut dire pilote justement la transformation numérique dans l'agriculture, si on peut utiliser? Est-ce que ce terme a un sens? Ou sinon, comment ça se fait concrètement? C'est-à-dire, est-ce que ça commence par l'achat d'un service, par le test avec un institut? Est-ce qu'ils recrutent quelqu'un chez eux? Enfin, voilà, pour avoir une approche plus concrète de comment ça se fait. Par où ça commence? Comment ça se développe? Il y a des formations? Ou est-ce que les gens apprennent sur le tas? Comment ça se passe? Aujourd'hui, on n'observe pas de bouleversement, je dirais, dans les organisations agricoles préexistantes. Je pense que les grands acteurs d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans sont toujours là et c'est toujours eux qui guident les grandes orientations agricoles. Donc ils opèrent eux-mêmes cette transformation numérique, mais je pense que l'agriculture a toujours eu ce regard finalement pas du tout arriéré sur les nouvelles technologies. Et tous les grands acteurs ont su prendre le virage quand il y avait des virages à prendre. Donc il n'y a pas eu l'émergence de nouveaux acteurs véritablement dans l'agriculture. Et je pense pas que ça va être le cas avec le modèle de vente aux consommateurs, mais c'est des petits modèles, c'est-à-dire les places de marché, les ventes directes d'agriculteurs aux consommateurs. Là on est vraiment sur les circuits de distribution. Est-ce que c'est pas ton cœur de sujet, mais non, mais oui. Alors, ça a un impact ça sur. Oui. Alors ça reste encore faible, mais effectivement il y a des nouveaux modes de consommation qui arrivent, les consommateurs, les locavores, les circuits courts, etc. Poussent un petit peu l'agriculture à se réorganiser. Et ceci étant dit, c'est extrêmement bien géré, je trouve, par les chambres d'agriculture, qui sont les organismes consulaires d'État qui donnent les orientations agricoles. Et par exemple... Ils sont modernes. Ah oui, par exemple... c'est pas forcément le cas dans ils ont créé un réseau social qui marche très bien, qui s'appelle, auprès du grand public, qui s'appelle... j'ai oublié le nom, mais... comment ça s'appelle Bienvenue à la ferme. Qui accompagne les productions locales et le développement de tous les producteurs qui veulent vendre directement aux consommateurs et qui proposent aussi des services annexes comme par exemple dormir, on a un gîte à la ferme. Donc ça c'est quelque chose qui marche très très bien et puis c'est les chambres d'agriculture derrière finalement. Donc encore une fois les grands opérateurs ont su je pense reconvertir et de suivre ce changement de vision un peu sociétaux. Est-ce que pour mettre en œuvre tous ces enjeux numériques, est-ce qu'il y a une problématique de budget et donc est-ce que ça favorise plutôt les gros par rapport aux indépendants, aux petits, aux moyens, ou est-ce que non, en fait c'est plus un état d'esprit et les banques suivent ou dans la vraie vie Alors aujourd'hui on ne le voit pas trop ça encore, mais c'est une grande inquiétude pour demain. On sait que les gros, je pense notamment aux gros américains, font des énormes acquisitions un peu à la Google où ils achètent des startups qui sont spécialisées dans les data science, dans les sciences des données, dans les algorithmes, dans la capacité à faire du big data, du vrai big data. Je pense notamment à Monsanto qui fin 2013 a acheté une startup qui s'appelle Climate Corporation, $1 milliard.
Donc c'est vraiment des sommes colossales et c'était une petite start-up. Et voilà, donc ces gros-là, ils arrivent avec des énormes moyens financiers. Ils peuvent débarquer des États-Unis en France avec des offres de services révolutionnaires qui pourraient proposer directement aux producteurs et qui pourraient modifier complètement notre organisation agricole, ouais, notre écosystème. Mais du coup, ça m'amène à la France par rapport à globalement tous ces enjeux. Est-ce que la France est plutôt en avance, dans la moyenne, en retard par rapport à d'autres pays sur globalement le développement du numérique, la prise de conscience, l'exécution, la mise en œuvre? Entre guillemets, la chance qu'on a, je dirais, en France par rapport à d'autres secteurs, c'est que l'agriculture, ça reste quand même une question de territoire d'abord. Donc le territoire, ça, il ne va pas bouger, on ne va pas être envahi par les Américains ou les Chinois, on restera toujours sur le territoire français. L'agriculture française, elle est dans beaucoup de domaines, je pense, championne du monde. On a un climat tout à fait exceptionnel en France, un terroir tout à fait exceptionnel, une diversité de production agricole tout à fait unique. Et on a en plus, on a une société qui n'a pas envie, je pense, d'avoir une agriculture à l'américaine, avec des 3 fermes, en gros, qui recouvriraient le territoire et qui enverraient des batteries de robots pour récolter tout ça. Ça reste une agriculture relativement familiale, déjà. Aujourd'hui, les producteurs, c'est des familles. Ils ont des petites exploitations, c'est à peu près 150 hectares, une exploitation moyenne en France. Donc à l'échelle, je dirais, des grands pays comme les États-Unis ou l'Australie, ce qu'on fait, c'est du jardinage, quoi, par rapport à la vision industrielle que peuvent avoir les Américains. Donc ça, je pense qu'on va le préserver parce que c'est une volonté politique, c'est une volonté sociétale, c'est une volonté des professionnels de l'agriculture. Donc il y a tout ça pour dire qu'on ne va pas être trop guidé par les avancées technologiques américaines. J'espère qu'on sera capable de prendre le meilleur et de ne pas prendre le reste. Voilà. Donc c'est aussi une profession qui est très portée sur les technologies. Donc je pense qu'on est capable d'aller chercher des technologies qui sont adaptées à nos besoins. Typiquement, encore ce matin, on a vu une conférence sur les drones. Sur les drones te paraît être bien prise, c'est sous le bon angle. Voilà, et en plus on est sans doute dans les leaders par rapport à l'utilisation des drones au niveau mondial, parce qu'il y a plein de petites startups avec des bonnes idées qui arrivent, qui se mettent en place et qui restent avec cette échelle. Enfin, je ne sais pas si tu l'as noté, mais ce matin, tous les dronistes qui parlaient de la proximité avec les producteurs. Oui. Et d'ailleurs, une des sociétés qui présentait ce matin, ce qu'ils ont mis en place tout de suite pour développer leur business plan, c'est une sorte de réseau, ils appellent ça les agri-drones, un réseau d'agriculteurs qui opèrent eux-mêmes les drones. Donc tout ça dans cette idée d'avoir, voilà, small is beautiful, c'est-à-dire que vraiment c'est plutôt on va travailler un réseau avec nos petites structures, parce que même la structure la plus petite qui est l'agriculteur, plutôt qu'envisager tout de suite une industrialisation. On n'est pas du tout dans ce schéma d'industrialisation et de grand regroupement avec Monsanto qui va débarquer, qui va recouvrir toute la place. Pour toi, quel est le rôle des médias et du grand public en termes de sensibilisation, communication, et les médias notamment? Est-ce que tu penses que les médias jouent assez ce rôle dans l'image qu'ils donnent de l'agriculture par rapport au grand public, ou au contraire ils n'en parlent pas assez? Pourquoi? Enfin, je parle par rapport au numérique, à la technologie, quoi. Bon, l'agriculture, c'est pas un secteur qui passionne, j'imagine. Quand on regarde la télé ou qu'on écoute la radio ou qu'on lit les journaux, on ne voit pas l'agriculture tous les jours. Ceci étant dit, à partir du moment où tu manges, tu es impliqué dans l'agriculture, quelque part, et beaucoup de gens ont tendance à l'oublier, ouais, même si on le sait un peu tous quand même. Donc effectivement, on a tous besoin de manger tous les jours, donc on a tous besoin d'agriculture. Et c'est un sujet qui est finalement assez peu traité dans les médias généralistes. Alors c'est vrai que la presse, l'agriculture a sa propre presse, a ses propres médias. Oui, non, là je parlais... mais dans la presse grand public, dans les médias grand public, c'est très peu présent. Et est-ce que malheureusement c'est un enjeu pour Arvalis, par exemple? Il y a des enjeux de partager plus sur les nouvelles technologies, leur impact, etc. Ou c'est pas un sujet, quoi? Si, c'est un sujet. Alors il y a des structures du monde agricole qui sont spécialement là pour discuter avec les grands médias. Mais tout ça pour dire quoi? Oui, c'est un sujet parce que malheureusement on a un peu trop tendance à parler de l'agriculture dans les médias que sous le volet environnemental et pollueur, pour le dire franchement.
sans voir tous les services rendus aussi par l'agriculture, sans voir le côté innovant et la volonté des agriculteurs d'être innovants, d'être soucieux de la qualité des produits que chacun produit. Et on a des produits exceptionnels, je pense, en France, dans tous les domaines. Et donc c'est vrai que je trouve qu'il y a un décalage entre la vision peut-être que peuvent avoir le grand public de l'agriculture et la réalité. Et donc c'est un enjeu, moi je pense, pour toutes les sociétés qui travaillent dans l'agriculture aujourd'hui, d'avoir une part de son activité qui est dévolue à la communication grand public, parce que je trouve que c'est dommage, ça donne une mauvaise image. On a parfois trop souvent l'impression qu'il y a une mauvaise image de l'agriculture et qui n'est pas du tout en phase avec la réalité. C'est un savoir-faire d'innovation, je parle autour du numérique, de ce que tu vois qui s'exporte. C'est-à-dire qu'est-ce que ça intéresse d'autres pays qui viennent voir la manière dont, par exemple, pour les drones ou d'autres, ça reste quelque chose de très national pour l'instant. Alors la France est peut-être pas le pays le plus en pointe sur l'exportation de son savoir-faire et ses compétences en termes de numérique. Hein. Oui, oui. Autant c'est un pays leader au niveau mondial dans l'exportation de ses produits agricoles et qui est reconnu mondialement pour ça. Autant sur le numérique, on va plutôt chercher des choses à l'extérieur que exporter des compétences. Ceci étant dit, après aussi c'est notre politique. Alors, si je parle d'Arvalis, nous on est financé par les agriculteurs français à 100%, et donc on travaille pour les agriculteurs français, c'est notre cœur de cible. Donc on exporte assez peu, mais on le fait dans le cadre de collaboration en partenariat plutôt vers le milieu de la recherche. Donc on va monter des partenariats avec des pays européens, avec des pays d'autres nations que l'Europe pour monter des partenariats de recherche. Voilà. Au-delà du cadre strictement recherche, je dirais qu'il n'y a pas, la France n'est pas un exportateur de compétences et de technologies aujourd'hui au niveau mondial. Aujourd'hui, pour un agriculteur qui veut s'y mettre ou qui n'est pas encore très engagé dans la transition numérique, quelles seraient pour toi les actions prioritaires par où commencer ou comment faire de votre vue, quoi? Ce qui guide l'adoption des technologies, c'est le service rendu. Donc nous, c'est notre obsession, peut-être à la différence d'ailleurs d'autres instituts de recherche comme l'INRA notamment, qui est vraiment là pour faire de la recherche fondamentale, et on ne mesure pas tout de suite le service rendu réel des travaux de recherche. Notre mission et notre obsession, c'est le service rendu aux producteurs. Donc on a des indicateurs assez simples pour l'adoption d'une technologie. C'est est-ce que ça va rendre un service au producteur, est-ce que ça va lui faire gagner en compétitivité économique, en qualité de travail, en niveau de production, en niveau de respect des contraintes environnementales ou réglementaires. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'un outil qu'on délivre, parce qu'on en délivre un certain nombre, va être adopté ou pas. C'est s'il y a un vrai service. Je ne pense pas que les agriculteurs ils iront vers un service qui est juste fun et sympa à utiliser si derrière il n'y a pas de service rendu. Ça reste quand même des entrepreneurs, les agriculteurs, et qui ont besoin d'un retour sur l'investissement qu'ils vont passer ou prendre pour adopter une nouvelle technologie. Et pour finir, pour toi ou pour Arvalis, quelles sont les perspectives ou les projets très intéressants sur lesquels vous allez travailler ou dans les prochains mois que vous trouvez être très porteurs, Alors dans les projets d'avenir, on est déjà dans le cadre d'un projet d'investissement d'avenir. Alors on appelle ça les PIA, les projets d'investissement d'avenir, qui sont financés par l'État. Le Grand Emprunt, qui avait été construit sous le mandat de Nicolas Sarkozy, il avait monté un grand emprunt qui servait des projets d'investissement d'avenir. Donc on est notamment sur un projet de ce qu'on appelle nous le phénotypage au débit. On en a parlé aussi ce matin. Le phénotypage, en fait, c'est la capacité à pouvoir caractériser une plante, non pas sous son aspect génétique, parce que là on va parler de génotypage, mais sur son aspect purement physique, son architecture. Et ça, c'est une information très importante quand on est agronome. Ça nous permet de mesurer l'état d'une culture, pour savoir si elle est plutôt en train de souffrir, si elle est en bonne santé, si elle se développe bien. Et on observe une grande variété, d'ailleurs on appelle ça des variétés, des semences, entre les phénotypes, c'est-à-dire entre la structure des plantes. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de techniciens sur le terrain qui vont observer les plantes pour connaître, pour bien les caractériser et pour apporter un conseil aux agriculteurs le plus pertinent possible.
et lui dire si à tel endroit il utilise telle variété selon telle condition climatique, si la plante se porte bien ou s'il faut agir. Donc on est en train de mettre en œuvre des technologies numériques et robotiques en utilisant des capteurs pour mieux caractériser ce qu'on appelle le phénotypage au débit. Typiquement, on a développé un robot qui s'appelle la Phénomobile, qui a été développé par notre équipe d'Avignon et qui est en route depuis cette année et qui scanne en fait toutes nos parcelles parce qu'elle embarque un grand nombre de capteurs au niveau de sa structure, et en passant au-dessus des parcelles, elle est capable de phénotyper, c'est-à-dire de caractériser l'état des parcelles. Donc voilà, c'est concrètement, quand on a cette info en tant qu'agriculteur, ça permet de faire quoi? De doser, d'agir, mais en faisant quoi du coup? En dosant, en agissant plus rapidement qu'en temps normal? Ouais. Alors l'idée c'est d'aider, on parle d'outils d'aide à la décision, donc c'est pas un outil de prise de décision, ça reste l'agriculteur qui prend les décisions et qui dirige son exploitation. Nous, notre enjeu, c'est de l'aider à prendre les décisions en se basant sur des données objectives qui sont mesurées sur sa parcelle. Donc d'où les objets connectés qui vont se développer, d'où l'intérêt d'avoir des technologies qui sont capables de mieux caractériser l'état des parcelles pour, en développant des algorithmes, des méthodologies de traitement de cette information qui est acquise par les capteurs, de dire attention, là il se passe quelque chose. Donc c'est déjà d'opérer un diagnostic. Avant d'agir, il faut faire un diagnostic. Donc les outils, les modèles, les capteurs peuvent beaucoup aider à ce diagnostic. Et grâce à la compétence et l'expertise de nos ingénieurs, nous sommes capables de dire que dans telle situation, avec ces prévisions climatiques, avec cet état général des cultures ou des sols, l'expert est capable de dire voilà, il faut faire telle ou telle action. Je prends un exemple, par exemple les maladies. Il y a un état sanitaire de ces parcelles à mesurer, et si des maladies se développent sur une parcelle par exemple de blé, on est capable de le diagnostiquer grâce à des capteurs, grâce à des modèles. Ce qu'il faut qu'on aide l'agriculteur à faire, c'est de prendre la décision d'aller traiter ou de ne pas aller traiter, pour qu'il intervienne en fait au moment le plus opportun, avec la dose la plus juste, pour ne pas perdre toute sa récolte. Et donc on va par exemple développer des outils de la décision pour les maladies, pour les risques, pour estimer les risques maladies, pour l'aider dans sa prise de décision. On fait la même chose pour une autre action qui est la fertilisation, qui est une action très importante pour que les cultures se développent bien. Donc de lui dire quand il faut apporter des engrais, quel type d'engrais, à quel jour, à quelle dose. Et on l'a vu même maintenant aujourd'hui, au niveau de la parcelle, on est capable de faire de la modulation intraparcellaire, c'est-à-dire qu'on sait que dans une parcelle, il y a des zones qui sont complètement hétérogènes, il y a des endroits où il faut en mettre plus, il y a des endroits où il faut en mettre moins. Donc là, les capteurs type drone ou satellite sont capables de nous faire descendre au niveau spatial, à l'intérieur même des parcelles. Merci. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose qui te paraît important, qu'on n'a pas abordé? Non, je pense que en synthèse, il y a un gros enjeu autour des données. Les données vont de plus en plus être produites chez les agriculteurs parce qu'ils vont embarquer des technologies dans leur matériel, et qu'il faut qu'on soit capable, nous en tant qu'institut technique, de valoriser ces données produites par les exploitants directement sur leurs exploitations pour qu'on leur apporte les conseils les plus pertinents. C'est ça le big data agricole qui se dessine dans les années à venir, avec de plus en plus d'objets connectés qui vont générer une quantité importante d'informations dont il va falloir aussi bien définir les règles d'usage et la propriété, qui est un autre enjeu important.